Téléspectateurs de la Belle Télévision, merci de suivre votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un homme sénégalais, casamançais, architecte, ingénieur. On ne le présente plus, c'est Monsieur Pierre Atepa Goudiaby. Pouvez-vous vous présenter au public? Ah, ça c'est difficile. Hein. En Wolof, on dit Saboudou Faute Bopam. Le savon ne peut pas se laver tout seul. Bon, comme vous l'avez dit, je suis architecte, ingénieur. Je travaille depuis 45 ans. J'ai été conseiller spécial du président Wade. J'ai conseillé plusieurs chefs d'État. J'ai été, et c'est important, l'architecte de Mobutu, que vous n'avez pas connu, et etc., etc. Mais je me définis plus comme un architecte du développement. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui prétend être un architecte du développement. Donc, je vous laisse développer tout ce que vous voulez savoir de monsieur l'architecte du développement. Qu'est-ce que vous avez construit concrètement pour le Sénégal En 1976 déjà, avec mon confrère Cherngom, nous avons fait la Banque centrale. Depuis, nous avons fait plusieurs projets, n'est-ce pas, dont Malabo 2, la ville nouvelle de Malabo. Nous en sommes les initiateurs. Nous avons fait ce que nous avons appelé le pont de l'Alliance à Lomé. Nous avons fait le Grand Théâtre national du Sénégal. Nous avons fait le monument de la Renaissance. Nous pensons avoir très modestement faire une partie de ce que nous devions faire. Très bien. Suite à l'homme architecte, vous vous êtes lancé en politique. Vous avez été candidat pour cette élection en 2019. Écoutez, ça s'est arrêté net, comme dirait l'autre, mais nous sommes entrés en politique, comme dirait Senghor, par infraction. Lui, quand on lui avait posé la question, il disait qu'il avait vu le grand malheur, voire le désespoir des paysans sénégalais, et puisqu'il pensait qu'il pouvait faire quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie, il s'est jeté en politique, lui qui, comme vous le savez, était un poète, un grand poète s'il en est. C'est à peu près la même chose. Quand nous avons vu, j'allais dire, la pauvreté qui était là comme presque une fatalité, nous nous sommes dit non, on ne peut pas savoir qu'il y a un chemin pour le développement et nous recroqueviller dans notre confort et ne pas essayer de voir comment changer là où les donne. C'était un choix. C'était un choix. À quel moment je vous dirai? C'était un choix qui a été pratiquement précipité par des jeunes gens comme vous, des étudiants de l'université de Dakar, qui sont venus me voir parce que je me suis toujours intéressé aux étudiants et à la jeunesse en général, et qui sont venus nous dire, bon, écoutez, vraiment, on est fatigué de la politique politicienne et nous souhaiterions pouvoir mettre en politique quelqu'un de neuf qui va peut-être essayer de changer la donne. Ils ont insisté et j'avoue que devant leur insistance, j'ai plongé, comme dirait l'autre, dans la mare des crocodiles. Ceci dit, comme vous le savez, pour des questions diverses et variées, il paraît que le pouvoir avait peur de 3 ou 4 personnes, je ne les nommerai pas, dont nous-mêmes, et qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait de la politique politicienne pour que certains d'entre nous ne puissent pas, non seulement émerger, mais ne puissent même pas être candidats, parce que ne parlant même pas de ma modeste personne, parce que quand il y a une loi, il faut voir également l'esprit de la loi. Quand je vois quelqu'un qui a été maire de Dakar, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été président du Sénat, et qu'on lui fasse ce qu'on m'a fait, quand je vois quelqu'un qui a été Premier ministre, qui en plus de ça a été président de la commission de l'UMOA, et qu'on lui dise non,
un autre Premier ministre, etc., je me dis, bon, je prends ça comme ça. Vous n'avez pas cherché à faire un recours? Ah si, on a fait des recours, mais vous savez, quand ils ont décidé, vous savez que la justice chez nous, elle est plombée, tout le monde le sait. La justice est au pas. La justice sénégalaise, malheureusement, n'est pas ce qu'elle était du temps de Senghor, dont je parlais tout à l'heure. Et ça faisait partie également des choses que nous voulons changer. Nous voulons changer le système parce que le système, il n'est pas bon. Ce système-là, il faut le changer. Voilà des gens qui sont venus et qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Et quand on voit le déploiement de moyens qu'ils ont mis pendant la campagne, les Sénégalais devraient réfléchir. D'où viennent tous ces moyens-là? C'est les moyens des Sénégalais. Nous avons fait 3 mois de parrainage. Nous savons ce que ça coûte. Et nous avons pris nos ressources. Alors quand vous voyez comment ils déploient des 4x4, des machins, des trucs, des cars qui prennent des gens pour les déplacer d'une ville à l'autre pour que devant vos caméras, qu'on ait l'impression qu'il y a des centaines de milliers, nous savons comment ils les prennent. Alors c'est tout ça que nous voulions changer. Malheureusement, bon, on nous a freiné net. Mais ça ne va pas nous arrêter. Ça va nous arrêter en politique parce qu'on se rend compte que c'est certainement pas fait pour nous. Parce qu'en politique, il faut savoir ne pas dire la vérité. Or ça, nous ne savons pas faire. Mais suite à ça, vous avez accompagné le candidat Ousmane Sonko. Pourquoi le choix Ousmane Sonko? Écoutez, d'abord, quand nous sommes entrés en politique, nous avons dit que c'est peut-être parce qu'on n'avait pas trouvé quelqu'un derrière lequel, ou à côté duquel, c'est peut-être le mot qui sied, cheminer pour donner la petite expérience que nous avons de la vie tout court et la petite expérience internationale que nous avions. Donc pour nous... Il correspondait à vos critères? C'était d'abord le premier choix pour nous, c'était ça. On ne voulait même pas entrer, on voulait accompagner. Quand on nous a coincés, comme on dit, nous avons dit, bon, notre choix naturel, c'est certainement le plus jeune des candidats, qui plus est, avait, on le pensait, et ça nous a été confirmé par lui-même, avait un programme qui était presque, somme toute, similaire au programme que nous avions. Il voulait, 1, lutter contre la corruption, 2, il voulait aider les jeunes à trouver du travail, 3, il voulait changer un peu l'homo sénégalensis, parce qu'on est devenu, excusez-moi, trop roublard. Comme on dit, pour ceux qui parlent Wolof, pour donner cet exemple-là, l'argent, on ne le travaille pas, on se débrouille. C'est ces choses-là que nous voulions sortir de l'homo sénégalensis. De nouvelles valeurs, des valeurs, non, même pas nouvelles, j'allais même dire des anciennes valeurs, parce que ça a toujours été là. Et malheureusement, bon, c'est des choses qui n'existent plus chez nous. Donc voilà, il y a également et surtout que quand le candidat Sonko est venu me voir pour solliciter mon accompagnement, il m'a révélé qu'une très bonne partie de son programme, il l'avait puisé de mon livre « Oser ». 12 propositions pour un Sénégal émergent qui, comme vous le savez, a été publié il y a un peu moins de 5 ans. Et il s'en était inspiré, il me l'a dit. Donc pour moi, il était tout naturel que je puisse l'accompagner. Et je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là. Très bien. Et que dire de la personne en tant que telle? La personne, je ne la connaissais pas. Hein. Je ne la connaissais pas, comme il dit lui-même. Hein. Parce que puisqu'on est tous les deux de Ziguinchor, les gens ont pensé que c'était une affaire de gens de Ziguinchor. Je dis non, ça n'a rien à voir. Il se trouve simplement que la terre de Ziguinchor, qui, comme vous le savez, est une terre très fertile, a fait 2 prétendants à la présidence et l'un ayant été coincé, il accompagne l'autre, mais ce n'est pas parce qu'il vient de Casamance. C'est uniquement parce que nous pensons que c'est le meilleur choix, c'est le choix de l'avenir, c'est le choix de la jeunesse, c'est le choix de corruption, tolérance zéro, c'est également le choix de pauvreté, tolérance zéro. Et chômage,
tolérance zéro. Et c'est ce que j'ai vu en ce garçon-là. C'est la raison pour laquelle nous continuons à tout faire pour qu'il soit notre prochain président. Avez-vous un projet en commun pour la Casamance? Mais non, le projet, il l'a dit lui-même d'ailleurs. Hein. Non, en fait, c'est le développement global pour la Casamance et je m'en réjouis. Pratiquement tous les candidats ont le même projet. Que la paix revienne dans cette très belle région du Sénégal. Ceci dit, il a bien écouté mes arguments pour le chemin de fer que j'avais souhaité pouvoir faire si j'étais président de la République. Et il a pris ce programme-là, qui est un vieux programme qui date du temps de Wade. Et c'est également, ça fait partie, parce qu'il y a effectivement eu des frustrations, ça fait partie des frustrations que nous avons, parce que nous avions un projet, nous avons un programme pour faire un chemin de fer qui allait désenclaver complètement et entièrement la Casamance. Ce chemin de fer, tenez-vous bien, est du même coût que le TER que ce régime-là est en train de faire pour 30 ou 40 kilomètres. Avec cet argent-là, moi, je pouvais faire, et le président Sonko, futur président, sinon, hein, a accepté ce programme-là parce que c'est encore une fois le même coût que le TER pour faire plus de 700 kilomètres. Ça fait partie des frustrations que nous avons. Vous vous êtes récemment rendu à Paris pour voir Maître Abdoulaye Wade. Vous êtes revenus ensemble au Sénégal. Que dire de vos relations actuelles? Vous entretenez toujours Mais nos relations sont excellentes, même si nous n'avons pas toujours les mêmes positions. Hein. Vous le conseillez toujours? Écoutez, le conseiller, c'est très difficile de conseiller Wade. Hein. Mais je dois me réjouir des bonnes relations que nous avons continuées. Nous avons toujours eu de très bonnes relations. Mais la vraie question, c'est oui, qu'est-ce qu'on s'est dit? Quoi, mon insistance jusqu'à partager son jet privé pour venir avec lui? D'abord, vous savez que le président Wade pense que les jeux sont pipés et qu'il ne faut pas d'élection. Il a ses convictions. J'ai essayé de lui dire que, pas que je sois convaincu du contraire, mais je pense qu'il y a peut-être une autre manière de contourner quelque irrégularité qui pourrait se produire. Et ceci, je lui ai dit, compte tenu quand même de l'aura et de ce qu'il représente, moi j'avais pensé que s'il donnait des consignes de vote, notamment en faveur de mon candidat, de mon champion, que ça donnerait beaucoup plus de poids et beaucoup plus de chance à l'alternance. Il va le faire selon vous? Non, je pense que vous avez suivi la dernière actualité. Il est revenu de Guinée et il pense, lui, que puisque les jeux sont pipés, que si nous allons aux élections, de toute façon, c'est le candidat Macky Sall qui va gagner parce que d'après lui, tout est déjà programmé. Bon, il a décidé, en tout cas jusqu'aujourd'hui, j'espère qu'avant le 23, il changera d'avis. Donc non, il est dans cette logique-là de dire non, qu'il ne faut pas d'élection. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec ça, encore moins moi. Moi, je pense non, on ne doit pas boycotter les élections, encore moins les saboter. Que pensez-vous qu'il arrivera au 24 février au soir? Un premier tour? Non, attendez. Moi, je pense quand même que, compte tenu de ce que nous avons vu sur le terrain, il y aura forcément un deuxième tour. Les sondages disent... Les sondages, je m'en méfie. Hein. Chacun, les gens du pouvoir font leurs sondages, ils vous disent qu'ils vont passer à 60%. Ceux de l'opposition font la même chose. Je pense que c'est le jour, c'est le 24, qu'on saura exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tous les indicateurs normaux disent qu'il y aura un deuxième tour parce que ce n'est pas possible. On va parler un peu du patriote. Vous êtes patriote. Écoutez, vous êtes un fervent du développement, de l'émergence du Sénégal. Quels étaient vos projets ou peut-être que conseillerez-vous
Mais je vais vous dire, vous savez, nous, notre programme, encore une fois, il tournait autour de 5 points majeurs. Mais le plus important, en dehors du changement comportement qui est un chantier de très longue haleine, il y a la lutte contre le chômage. Or, et c'est ça qui est important dans notre programme, ce qu'il faut que les Sénégalais et les Africains comprennent, c'est qu'il faut changer les paradigmes. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qui se faisait jusqu'aujourd'hui et penser accéder au développement. Je donne des points très précis. Comme vous le savez, pour donner cet exemple-là, nous avons réussi quand même, pendant la période de parrainage, à faire bloquer un projet important pour le Sénégal. Le président de la République, pour ne pas dire le gouvernement, parce que, bon, vous savez, dans nos pays, président et gouvernement, il n'y a pratiquement pas de gouvernement, c'est le président qui fait tout. Hein. Le président avait décidé de céder à une société turque les réserves de minerais de fer que nous avons au Sénégal oriental, à la Falémé. Et il devait céder ça pour 2 milliards de dollars d'investissement. Même pas en achat, mais d'investissement. Alors, j'ai fait une lettre ouverte pour lui expliquer que ce serait trahir son serment que de vendre ou que de céder à 2 milliards la réserve minière en expliquant aux uns et aux autres que, en allant sur Internet, parce que comme vous le savez, maintenant avec les nouvelles technologies, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, tout se vérifie. J'ai demandé aux Sénégalais d'aller sur Internet, de voir combien coûte une tonne de minerai de fer. Ils ont vu que c'était 69,5 dollars la tonne. Ça fluctue, hein. Je leur ai dit, d'accord, puis c'est ça, multiplié par 750 millions de tonnes. Vous verrez que vous avez plus de 52 milliards de dollars de potentiel si on le vendait. Et je veux que le chef de l'État m'explique pourquoi une montagne qui a une valeur de plus de 52 milliards de dollars, qu'il allait la vendre à 2 milliards. Il a arrêté. Mieux, je lui ai dit, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, que dès l'instant où nous avons découvert le pétrole et le gaz, et pour la petite histoire, c'est nous qui avons amené la personne qui a découvert le pétrole et le gaz. Dès l'instant où on a le gaz, le pétrole, on en parlera après, on ne devrait plus exporter nos richesses minières. Parce que qui a le gaz a l'énergie. Et si vous avez l'énergie, vous avez le développement. Et c'est la raison pour laquelle, avec le président Sonko, nous avons décidé que nous n'exporterons pas, ou en tout cas qu'une petite partie de notre gaz naturel. Que nous allons tout faire pour utiliser le gaz pour transformer nos matières minières, nos matières premières si vous voulez, ou nos minerais. Parce que dans ce cas précis, allez encore sur Internet, vous verrez que la tonne de fer a une valeur de 700 dollars. Si vous prenez 750 millions de tonnes à une teneur de 60%, ça vous donne potentiellement 450 millions de tonnes de fer potentielles. 450 millions de tonnes de fer multiplié par 700 dollars, vous arrivez à, je crois, 313 milliards de dollars de potentiel. C'est ça le développement. Et quand je dis que notre situation, et on peut la comparer à celle des autres pays africains, n'est pas normale. Vous ne pouvez pas avoir tout ce potentiel-là. Avoir du fer au Sénégal, avoir du zircon, avoir de l'or, avoir du lithium, qui, comme chacun sait, est l'énergie de demain, avoir des phosphates, avoir de l'or, etc., et que nos enfants, comme je dis toujours, continuent à vendre des chaussettes dans les rues. C'est inadmissible. Et c'est là où je condamne également la Banque mondiale, parce qu'ils savent bien quel est le chemin du développement.
ils refusent de le montrer. Parce qu'effectivement, encore une fois, pourquoi j'ai dit au président Sonko qu'il ne fallait pas qu'on vende le gaz? Parce qu'autour de nous, si vous prenez un rayon de 960 km de Dakar, vous vous rendez compte que nous avons, je crois, 27 milliards de tonnes de minerais de fer. 27 milliards de tonnes de minerais de fer. Si nous n'avions au Sénégal pour vocation que la transformation de cette richesse-là, je ne parle même pas des autres. On parle d'un potentiel, bien sûr, c'est des potentiels, de plus de 9 000 milliards de dollars. Vous savez ce que c'est? 9 000 milliards de dollars. Voilà ce qui peut amener la richesse et régler le problème et de la pauvreté, bien sûr, et du chômage. Parce que les gens disent on va faire ci, on va faire ça. Mais où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? Et c'est là où nous avons un apport, nous pensons, important pour accompagner le candidat Sonko à faire du Sénégal certainement le pays le plus prospère de la sous-région. En 2012, il y a eu les premières candidatures à l'élection présidentielle. Auparavant, il y avait cette loi sur la parité. Et les femmes sénégalaises se battent depuis des décennies pour une promotion de leurs droits et surtout pour une promotion du leadership féminin. Le leadership féminin étant indispensable si on veut que les Sénégalais et les Sénégalaises vivent mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour cette élection de 2019, avec un nouveau système qui a été introduit, avec une réforme du code électoral qui a perturbé l'élection, qui a vicié les procédures, eh bien, les femmes sont absentes de l'élection présidentielle de 2019. Il y avait 3 femmes candidates. En 2012, quand je me suis présentée, ce que je cherchais, c'était que cette porte soit ouverte enfin aux femmes. Ça l'a été, mais on a refermé immédiatement cette porte en 2019. Et ça, c'est fondamentalement un recul démocratique. Parce que comment le Sénégal, aujourd'hui, peut-il accepter d'avoir une liste de candidats en ignorant plus de la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes? Mais c'est inadmissible. C'est un échec. Pour moi, un président contribue à développer un pays, mais ce n'est pas lui qui développe un pays. Un président, ce n'est pas un magicien, c'est nous. C'est comme un père de famille. Il s'occupe bien de ses enfants, il fait tout ce qu'il peut, tout ça. Mais tes résultats scolaires, ils dépendent de toi. C'est à toi de mettre tout ce qu'il faut pour être le meilleur de ta classe. On ne peut pas avoir certains comportements. Les gens jettent leurs ordures dehors. Dakar est devenu sale. Le Sénégal est devenu sale parce que le Sénégal, ça ne se limite pas à Dakar. Mais vu que je suis Dakarois, je parle de Dakar. C'est devenu dangereux. Les gens sont égoïstes. La circulation, quand vous conduisez, vous voyez, vous voyez ce qui se passe. Les gens urinent dans la rue et te disent comme de bourle. Mais attendez, Djiko, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui développe un pays. On a beau avoir, si on avait toutes les ressources du monde, diamants, pétrole, uranium, quoi que ce soit, et qu'on n'a pas l'intelligence qu'il faut et le bon comportement, on n'ira nulle part.